Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe. Parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et ces violences sont, comme le sexe, observables par tout un chacun. Ce n'est pas en raison d'une soi-disant identité de genre que les femmes subissent des violences. L'identité de genre n'est jamais définie. Ça n'est qu'un ressenti individuel qui n'est ni observable ni vérifiable, contrairement au sexe et contrairement aux violences basées sur le sexe. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Cette déclaration compte déjà 35 000 signataires à travers le monde et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons bien sûr à signer cette déclaration à votre tour si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, nous allons recevoir Nicole Athéa et Marie-Jo Bonnet pour leur livre « Quand les filles deviennent des garçons ». Vous pouvez écrire vos questions dans l'application questions-réponses de Zoom. Alors bonjour Nicole et bonjour Marie-Jo, je vais vous laisser vous présenter et nous dire ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Alors, bonjour Marie. Alors moi, Nicolas Théa, je suis gynécologue endocrinologue, je l'ai été en tout cas, avant d'être retraitée il y a quelques années. Et j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Choisir son sexe, un nouveau désir, voici 3 ans. Euh, J'avais choisi d'écrire ce livre parce que j'avais eu une expérience clinique d'une dizaine d'années de prise en charge de sujets transgenres en consultation et j'avais voulu réfléchir sur cette situation et y réfléchir de façon très large, c'est-à-dire pas seulement médicale, mais aussi sociologique, anthropologique, psychologique, etc. Et puis, avec Marie-Jo, avec laquelle nous travaillons depuis, elle et moi depuis longtemps, je travaille avec elle depuis longtemps maintenant, eh bien, nous avons été véritablement très, très questionnés par le fait que la problématique transgenre a complètement changé. C'est-à-dire que moi, je voyais auparavant des hommes qui étaient entre 30 et 40 ans, qui avaient une disharmonie entre le genre ressenti et l'identité sexuée depuis la toute petite enfance et qui venaient à un moment de leur vie adulte, dans un moment où ils n'allaient pas bien, demander une transition monochirurgicale. Alors que on a vu le tableau clinique de la transidentité changer totalement et des filles de plus en plus jeunes sont venues demander de plus en plus nombreuses une transition. Depuis les années 2012-2013, on a vu une augmentation de la demande adolescente. Cette demande adolescente se marque essentiellement par une demande féminine et on observe actuellement près de 2 filles, sur 3 demandes. euh, Plus de 2 tiers des demandes sont des demandes de filles dans la transition. Et cette situation nous a beaucoup questionné, Marie-Jo et moi, de savoir pourquoi aujourd'hui les filles demandaient à être des garçons, alors que depuis les années 70, on peut dire que les combats féministes ont quand même fait dans les pays occidentaux améliorer le sort des femmes de façon considérable, que même si l'égalité n'est pas acquise, beaucoup de choses ont été acquises et qu'il y a encore à travailler sur l'égalité salariale, il y a à travailler sur le travail domestique et sur la prise en charge de la parentalité qui sont encore massivement féminines, mais dans l'ensemble, beaucoup de choses étaient transformées. Et pourquoi, alors que nous aurions pu avoir des raisons dans les années 70 de vouloir devenir des garçons, nous ne le sommes pas devenus et nous n'avions pas forcément envie de le devenir. Et aujourd'hui, ces filles qui bénéficient de tous les combats que nous avons menés, elles demandent à devenir des garçons. Je laisse la parole à Marie-Jo. Merci, merci Nicole. Donc, je me présente. Je suis historienne et membre du. J'ai eu la chance de participer au mouvement de libération des femmes à partir de 1971, au phare, au Gouine Rouge, et aussi au début de l'histoire des femmes avec Michel Perrault, et également avec Simone de Beauvoir.
J'ai aussi fréquenté des femmes artistes. Bon, tout ça, c'est une formation qui a fait que j'ai pu soutenir ma thèse d'histoire des femmes en 1979 sur les relations amoureuses entre les femmes du 16e au 20e. Donc, c'était la première thèse d'histoire des femmes sur ce sujet-là. Et depuis, j'ai écrit une vingtaine de livres. Donc, je vous passe les titres. Vous pouvez aller jeter un œil sur Wikipédia. Mais récemment, je vous signale quand même la réédition de ma thèse, donc c'est la 4e édition chez Odé Jacob, et aussi la réédition de Qu'est-ce qu'une femme désire quand elle désire une femme. J'ai aussi fait un livre sur la maternité symbolique chez Albin Michel, parce que justement, Nicole, on s'est rencontrés, on était toutes les deux dans le corps, on réfléchissait sur la GPA. On luttait contre la GPA. Hein, on a publié un livre ensemble contre la GPA. Et donc, toutes ces questions-là sont revenues me chercher alors que moi, je n'ai pas d'enfant et que j'estimais qu'on avait déjà bien rempli notre rôle. Mais il a fallu se remettre au boulot parce que, effectivement, on a affaire à une génération qui n'a pas eu la transmission du mouvement de libération des femmes. Parce que ce qui m'a frappé quand Nicole m'a parlé des trans, c'est que la plupart des filles comment on appelle, c'est quoi, c'est détransitionnées, voilà, étaient lesbiennes. Et elles avaient transitionné parce que elles n'avaient pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Elles n'arrivaient pas à s'assumer comme lesbiennes dans la société présente. Alors que le mariage pour tous a été accepté, alors que la PMA a accepté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau juridique, il y a l'égalité. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'au niveau des mœurs, au niveau du désir, c'est-à-dire du désir de la femme pour la femme, que ça soit impossible à ces jeunes à assumer publiquement et qu'elles préféraient se mutiler et prendre des hormones plutôt que de dire « je suis lesbienne ». Donc, c'est un vrai problème de rupture de transmission. À mon avis, c'est une rupture de transmission parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais comme elle, c'est-à-dire que vraiment la condition féminine, ça ne m'intéressait pas du tout. Jouer à la poupée, porter des jupes, etc. Donc, je suis entrée en rébellion contre ça très jeune, parce que j'estimais que c'était injuste, que vraiment, je ne comprenais pas d'ailleurs comment ça existait. C'était quelque chose qui me dépassait complètement. Et donc, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. Et quand je suis arrivée au MLF, donc en 1971, j'avais 21 ans, à peu près l'âge de ces filles. Hein. Tout d'un coup, je vois des hétéros qui sont des rebelles dans leur féminité, comme moi je l'ai été. Alors là, ça a été un soulagement extraordinaire parce que ça m'a permis de m'assumer comme femme aimant les femmes et d'assumer mon corps de femme. Et je dirais d'assumer aussi le désir de changer la société parce que, en fait, nous, on était toutes complètement remontées contre la société phallocrate, mâle. Hein. À cette époque-là, on ne parlait pas des genres, on parlait du phallocratisme, du pouvoir mâle, du phallus, c'est-à-dire tout ce qui avait été formulé par la psychanalyse et qui faisait que les femmes étaient sous la domination du pouvoir phallique. Aujourd'hui, on dit c'est le patriarcat. Et donc, vous voyez, il y a eu un transfert dans les analyses. On est passé de la remise en question du pouvoir phallique, c'est-à-dire le désir masculin, grosso modo. Hein. Donc, remise en question du phallocratisme à la remise en question des normes de genre, des normes hétéros, etc. Donc, ce sont deux domaines très différents parce qu'on est passé du désir, le MLF, c'était un mouvement désirant, hein, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Hein. Et on est passé donc à une société des normes, de lutte contre les normes hétéros, de normes par-ci, normes par-là, c'est-à-dire que
il n'y a jamais eu autant de normes aussi importantes. Donc, il fallait en fait légitimer à nouveau le désir de devenir des femmes, comment on pourrait dire, qui assument à la fois le masculin et le féminin. Et c'est pour ça que j'ai discerné dans mon texte deux formes de transgression. La transgression émancipatrice, et pour moi l'exemple de cette transgression, c'est Rosa Bonheur, qui s'habillait en homme, qui a vécu toute sa vie avec un homme et qui, a toute sa vie, a dit qu'elle luttait pour ses sœurs, pour les femmes, hein, pour l'émancipation des femmes. Donc, c'est vraiment émancipateur, le fait de s'habiller en homme et d'avoir une vie d'homme, de gagner sa vie comme un homme, d'être reconnu comme un homme dans son métier de peintre. Il y a une deuxième forme de transgression que j'appelle la transgression aliénante, qui est ce que proposent à l'heure actuelle les chirurgiens, les médecins, c'est-à-dire un certain courant du pouvoir biomédical qui reprend la main sur le corps des femmes et qui va le trancher, lui dire « t'es pas assez belle, tu vas faire une opération par-ci, une opération par-là ». C'est-à-dire qu'avec le néolibéralisme, on est passé vraiment dans une dictature des biotechnologies et du biopouvoir. Alors voilà, ça a été ma motivation principale parce que j'avais pris parti contre le mariage, hein, je vous dis tout, hein, parce que j'estimais que c'était une régression, le mariage. Le Pacs, c'était une avancée, mais pour moi, le mariage n'est pas une avancée, au contraire, c'est revenir en arrière. Et puis, j'avais aussi été très, très critique par rapport à la PMA, c'est-à-dire au fait de passer dans des hôpitaux, dans des cliniques, pour se faire inséminer du sperme, et qu'on pouvait très bien s'organiser entre nous pour le faire. Voilà. Donc, je vous présente grosso modo mes motivations. Merci Marie-Jo. Donc peut-être j'embraye sur ce que tu viens de dire. Donc voilà effectivement la partie que Marie-Jo a développée dans notre livre et qui pour moi était extrêmement importante, cette partie, cette vision, j'allais dire politique et féministe qui, je trouve, est très peu présente aujourd'hui dans la problématique féministe en général. Et moi, comme médecin, j'ai voulu travailler sur comment poser cette question de filles qui demandent à devenir des garçons. Est-ce que ces filles, elles avaient, je veux dire, une disharmonie structurelle, pratiquement structurelle, telle que c'était absolument très important pour elles de devenir des garçons, c'était véritablement le désir d'être un garçon, ou est-ce que c'était peut-être des problèmes avec le féminin qui pouvaient les conduire à faire que, comme ces problèmes avec le féminin devenaient une aporie pour elles, une impossibilité pour elles d'y trouver des solutions, eh bien, elles étaient entraînées par un certain nombre de moteurs sociaux à demander à devenir des garçons. Et pour essayer de trouver une réponse à cette question, j'ai beaucoup travaillé sur les détransitions. Alors, les détransitions de deux façons. D'une part, dans les études sur les détransitions, il y a un certain nombre d'études très importantes, notamment celle de Lisa Littman et celle de Van den Busch sur les détransitions. Mais il y a aussi une foultitude de témoignages de détransitionneurs qui ont écrit sur leur expérience de détransition. Pourquoi j'ai choisi plutôt les détransitionneurs que des transitionneurs? C'est que les détransitionneuses, parce que c'est pratiquement que des filles, hein, les détransitionneuses, c'est massivement des filles. Ces filles, elles ont 24-25 ans en général, et elles ont transitionné elles ont fait des transitions médicales vers l'âge de 18 ans, quand elles ont fait une transition médicale. Donc, elles ont vécu plusieurs années en transition. Et c'est des filles qui ont une réflexivité très grande sur leur expérience de transition, donc qui peuvent tout à fait nous aider, qui m'ont aidé
à répondre à cette question que je me posais, de savoir si c'était effectivement vouloir devenir un garçon ou plutôt fuir le féminin. Et ce qu'elles m'ont appris, et je vais vous le montrer, c'est que c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire cette volonté de fuir un certain nombre de problématiques liées au féminin qui les conduisaient à entrer dans une transition aujourd'hui. Et dans ces difficultés à entrer dans le féminin, il y a des problématiques de divers ordres, mais des problématiques sociales qui sont présentes, alors que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, travaillé quand même beaucoup depuis les années 70 sur un certain nombre d'améliorations des conditions sociales des femmes. Et nous voyons aujourd'hui qu'un certain nombre de problèmes n'ont pas été réglés et ou surtout sont apparus de façon nouvelle et touchent les filles de telle façon qu'elles ne peuvent plus s'accepter au féminin. Alors, cette demande, j'allais dire, alors cette demande est quantitativement importante puisque, bon, si on sait qu'on a à peu près 1% en gros hein, de trans et on a près de 3/4 de filles. Alors, 1%, ce n'est pas beaucoup, mais pour vous donner quand même une idée, c'est par exemple aux États-Unis, dans les nouveaux diagnostics entre 6 et 17 ans, en 2017, c'était 15 172, en 2021, c'est 42 167, ça fait une trentaine de mille filles aux États-Unis qui vont s'identifier comme garçons aujourd'hui. C'est pas rien comme chiffre. Et c'est ce qui nous a fait, c'est cette ampleur du phénomène qui nous a fait parler d'une certaine façon d'un féminicide social. Et ce mot de féminicide, on le dit d'autant plus volontiers, d'une certaine façon, volontiers, on ne le dit pas volontiers, mais on le dit d'autant plus que, par exemple, les médecins disent aux parents de ces jeunes que leur fille va mourir et qu'ils doivent en faire leur deuil, qu'ils doivent accepter le nouvel enfant qui est un garçon. Donc, c'est bien d'une certaine façon un féminicide qui est réalisé, et ce féminicide social, il est réalisé médicalement par la transition hormono-chirurgicale qui participe ainsi de ces changements sociaux. Et cette transition hormono-chirurgicale est particulièrement diffusée aujourd'hui. Elle est une tentation très grande et une fascination très grande pour de nombreux adolescents. Alors, oui, je peux peut-être ajouter quelque chose. On peut faire comme ça. Alors, oui, moi, ce qui m'a intéressé aussi à étudier après les discussions que j'ai eues avec Nicole, parce que c'est Nicole qui m'a alertée à cette question-là, parce que moi, j'étais complètement en dehors de ça. Hein. J'étais plutôt dans mes livres, dans mes études sur la transmission notamment. Ce qui m'a frappé, c'est une certaine continuité historique entre le fait qu'une société, notre société, accepte que le pouvoir médical donne des hormones, y compris à des adolescentes, donne des hormones et accepte qu'elles se fassent couper les seins. Donc, cette pratique-là, les Américaines l'appellent le génocide des Butch. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que le génocide des Butch, c'est-à-dire les femmes qui sont réprimées par la société, sont les Butch, c'est-à-dire celles qui ont une allure masculine. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les Américaines, et notamment pour, j'ai oublié son nom, John Nessel. Elle a dit elle avait fait une étude en 1980 sur les Butch des années 50. Et elle a dit que c'était les Butch qui avaient une pratique d'autonomie dans la société, qui gagnaient leur vie et qui rendaient les lesbiennes visibles. Parce que quand vous voyez une camionneuse qui débarque avec ses grosses godasses et ses cheveux coupés courts, ça, vous dites, celle-là, c'est une Gwyn. Vous voyez, citation. Hein. Et donc, les Butch, si vous voulez, pour John Nessel, c'était une forme d'avant-garde de la visibilité.
Or, aujourd'hui, les butch, elles n'ont pas le droit, en fait. Il faut qu'on les transforme en garçons. Le corps soit transformé en garçon. Or, moi, dans l'histoire, la première histoire que j'ai rencontrée au XVIe siècle, excusez-moi, mais c'est intéressant l'histoire parce qu'elle nous enseigne quand même beaucoup de choses. Hein. La première répression des lesbiennes, ce n'est pas la sexualité lesbienne qui a été réprimée, c'était les femmes qui s'habillaient en hommes au XVIe siècle et il y en a une en particulier qui s'était mariée avec une femme. Donc, c'est un texte que j'ai trouvé chez Montaigne et chez Charles Estienne, qui raconte donc qu'une femme s'était habillée en homme parce qu'elle voulait vivre sa vie de par le monde et que cette femme, elle a été reconnue par quelqu'un de son village, elle a été jugée et elle a été pendue. Et il y a d'autres histoires où ces femmes qui s'habillaient en homme ont été brûlées par le tribunal ecclésiastique. Dans l'histoire, j'ai aussi rencontré d'autres faits qui sont à peu près du même ordre, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand vous aviez une homosexuelle, comme il disait à l'époque, masculine, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Et il l'emmenait à l'hôpital psychiatrique. Donc, si vous voulez, dans la société, il y a une constante répression des femmes émancipées, en fait, des femmes indépendantes et qui prennent l'allure masculine, mais ce n'est pas l'habit qui compte, si vous voulez, c'est l'indépendance. Et c'est ça qui m'a intéressée à montrer parce que je pense qu'il y a une régression sociale à l'heure actuelle par rapport au statut des femmes. C'est-à-dire que, et Nicole, tu le disais très bien, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles ont comme image, les filles, les gamines de 15-16 ans? Qu'est-ce qu'elles ont comme image auxquelles s'identifier? Elles ont des femmes hyper féminisées, hyper sexualisées. Et il n'y a pas d'image de butch. Sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune image de butch. Et donc, les filles, elles se disent « Oh, ben, flûte alors, je n'ai pas le choix. » Et donc, elles sont dirigées par tout un système technique, social, comment dire, économique, vers la chirurgie et vers ce nouveau marché de la transition de genre, parce qu'évidemment, c'est un marché qui est considérable et qui va rapporter gros, puisque on prend, on prend les médicaments, là, le testostérone, on la prend à vie, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Alors, il y a un autre aspect aussi que je voudrais vous signaler. J'ai discuté avec une femme qui avait pris de la testostérone, je sais pas, elle avait à peu près 45 ans. Elle en a pris pendant 8 mois. Et elle m'a dit que la testostérone avait eu comme effet physique sur elle que le clitoris avait triplé de volume et qu'elle n'avait plus aucun désir. Que si vous voulez, les hormones, ça tue le désir. Ça tue l'autonomie des femmes d'une certaine manière. Et donc, je pense que c'est quand même très grave. Et elle disait aussi qu'elle n'avait plus du tout envie de faire l'amour. Et que donc, on a affaire à une idéologie de l'identité de genre qui tue le désir féminin. Et je réponds à Marie Moidon. Marie, j'emploie le mot féminin et masculin parce que pour moi, ce sont des énergies. Le stéréotype sexiste, si tu veux, on le met à toutes les sauces et ça ne veut rien dire. Enfin, pour moi, ça ne veut rien dire parce que tu as 10 000 formes de stéréotypes. Donc voilà pourquoi j'emploie encore ces mots de féminin et masculin. Je te redonne la parole, Nicole. Merci Marie-Jo. Alors, moi je vais reprendre sur, donc on en était avec le fait que ces détransitionneuses disent que leur problème n'était pas le genre, pour 70% d'entre elles, par exemple dans l'étude de Vandenbusch, et que leur problème était autre. Et quels étaient-ils? Ils disaient d'abord le fait que nous avions des psychopathologies, des vulnérabilités psychiques, que nous allions mal psychiquement, et qu'on ne nous a pas pris en charge
pour soigner notre santé mentale. On ne nous a pas permis d'explorer notre problématique de santé mentale, de traiter nos vulnérabilités psychiques. Et alors, c'est ce que disent ces filles qui ont été prises en charge souvent à partir de 18 ans. Et effectivement, à partir de 18 ans, il peut ne pas y avoir du tout de prise psychique. Et c'est ce que d'ailleurs les transactivistes demandent actuellement et veulent faire que pour les majeurs qui sont des très jeunes majeurs, il n'y ait pas du tout d'évaluation psychologique ou psychiatrique effectuée à la demande de transition et qu'on donne immédiatement ces hormones dès la demande qui en est faite, en affirmant le genre et le ressenti de la personne qui le demande. Et cela peut être fait par un généraliste, un centre de planning familial, etc. Et les personnes, les parents d'hypomonie en témoignent que dès les premières consultations, on peut avoir des prescriptions de ce type chez des jeunes majeurs qui sont peut-être majeurs, mais qui sont encore adolescents. Et alors, c'est d'autant plus catastrophique que ce qu'on sait, c'est que les adolescentes en particulier, elles vont mal aujourd'hui. Il y a une détérioration de la santé mentale des adolescents qui est dramatique, et ça date depuis une dizaine d'années, comme par hasard, depuis la période où a commencé l'extension de la demande de transition chez les adolescents, comme les réseaux sociaux, même à peu près même temporalité. Et les adolescentes, les filles ne vont pas bien. Un rapport de l'adresse montre que 56% des ados ne vont pas bien, disent d'aller pas bien, dont 13% ont un mal-être important et 5% très important. Et ces derniers chiffres concernent principalement des filles. Alors, pourquoi ces filles vont-elles si mal et comment vont-elles si mal? D'une part, Marie-Jo l'a dit, la dévalorisation de leur image est beaucoup plus fréquente que celle des garçons. 40% d'entre elles présentent des perturbations et des dévalorisations de leur image, c'est beaucoup moins chez les garçons. L'image de soi, on sait bien que c'est important dans les deux sexes, mais pour les filles, c'est une préoccupation cruciale, avec des critères de beauté, dont la minceur que vous connaissez, qui sont très diffusés. Et si la beauté des filles, dont les critères ont beaucoup changé, Marie-Jo pourrait en témoigner, sont très différents selon les époques, il n'empêche qu'elle a toujours été essentielle pour le devenir des filles, ce dont témoignait Stendhal quand il disait, par exemple, la beauté est une promesse de bonheur. Et avec tout le travail féministe qu'on a fait pour réduire justement l'importance de l'apparence et de la séduction, on pouvait penser que justement cette problématique de l'apparence allait changer. Eh bien, ce n'est pas vrai. Au contraire, ça s'est aggravé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de l'image, et des images, il y en a partout, des images de femmes encore plus que des images d'hommes, et qu'elles sont donc encore plus puissantes socialement aujourd'hui du fait de cette diffusion massive, avec en plus des photos qui sont arrangées sur Photoshop, qui font que la réalité que vous pouvez avoir, même si vous êtes mignonne, elle n'a rien à voir avec celle des photos qu'on va vous montrer comme modèle, bien entendu, et cette hypersexualisation dont parlait Marie-Jo, qui met les ados en grande difficulté, et en particulier les très jeunes. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier facteur, et c'est un facteur socialement à véritablement travailler massivement au plan féministe. Le deuxième facteur est la dépressivité. La dépressivité, c'est 22% en 2020 pour les 15-24 ans, particulièrement donc pour les filles, et ça n'a cessé de croître depuis. Et cette dépressivité, elle se met elle s'exprime par des tentatives de suicide. Et alors là, les tentatives de suicide, je vais dire, quand j'ai vu les statistiques des tentatives de suicide des filles adolescentes, j'ai été complètement sidérée. À 15 ans, en 2017, l'adresse, sur le bulletin épidémiologique hebdomadaire, on avait 30% de filles qui avaient fait une tentative de suicide. Et depuis 2017, ces taux ont augmenté de façon très importante
en particulier chez les filles, et pas seulement par rapport à la problématique Covid qui a bien sûr aggravé les choses. Et en 2021, on a eu une augmentation de près de 45% chez les 12-24 ans par rapport aux 3 années précédentes. Et donc, cette hausse est portée essentiellement par la très forte croissance des tentatives de suicide chez les filles. Alors, ça veut dire, c'est extrêmement important. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces tentatives de suicide aussi importantes chez les filles? Vous voyez, le sexe ratio qui était de 1/3 de plus en 2017, il est passé à 4,8 en 21. Donc, c'est pour vous dire comment, par rapport aux garçons, ça s'est majoré de façon extraordinaire. Alors, ce que dit Pombro, un pédopsychiatre qui s'occupe de ces problèmes de tentatives de suicide chez les filles, c'est que les modes d'expression de risque sont différents chez les filles et les garçons. Ça ne veut pas dire que les garçons n'ont pas de facteur de risque, mais qu'ils l'expriment à travers, à travers les accidents de la route, à travers l'utilisation de drogue, etc. Et que les filles, elles, eh bien, leur malaise, elles l'expriment contre elles, et ça, c'est une différence quand même majeure entre filles et garçons. On voit bien que les unes, c'est contre soi, et les autres, c'est contre l'extérieur, la délinquance, etc. Et il dit aussi que ces tentatives de suicide, elles viennent marquer des problèmes identitaires. Alors, bien entendu, les problèmes identitaires, c'est des problèmes qui ont concerné tous les adolescents du monde toujours, mais de façon encore plus cruciale aujourd'hui, parce que la fragilité identitaire des individus est extrêmement grande et elle a été majorée par des facteurs sociaux que je ne peux pas vous détailler, mais qui sont très importants. Et par le manque d'appartenance de ces jeunes. C'est-à-dire que ces jeunes, ils ont des relations virtuelles beaucoup, mais ils sont très seuls et ils n'ont pas de groupe, par exemple, de groupe de militance, par exemple, de militance féministe dans lesquels être. Et ce qui est formidable, par exemple, par rapport aux transactivistes, c'est que les transactivistes, ils s'offrent comme une nouvelle famille, ils les accueillent à bras ouverts, ils leur apportent, ils leur apportent je veux dire, le sentiment d'avoir une représentation politique qu'on peut tout à fait contester, parce que véritablement, s'il y a eu effectivement une importance dans la possibilité de reconnaître, la transidentité, et ça a été important socialement, pour le reste, il n'y a pas de problématique politique portée par ces transactivistes qui sont largement soutenus par les plus ultralibéraux de notre société et dont ils participent en faisant que, par exemple, leur corps deviennent des marchés de consommation nouvelle. Donc, pour ces filles, effectivement, pour ces jeunes, on voit bien que ce manque d'appartenance, il va trouver des points d'ancrage dans, dans la transidentité. Maintenant, autre problème qui concerne surtout les filles, c'est les troubles du comportement alimentaire. C'est 2% de la population, 90% des filles. Ça vient témoigner des difficultés relationnelles à la mère et au féminin et à l'effacement du père. Alors ça, c'est très intéressant parce que, au fond, les filles qui présentent une transidentité, elles sont dans les mêmes problématiques relationnelles par rapport à leur mère et au féminin que les filles qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et de fait, il y a un certain nombre de filles qui s'identifient trans et qui sont en même temps porteuses de troubles du comportement alimentaire. Donc, cela veut dire que ces deux problématiques sont étroitement associées, et étroitement associées aussi du fait que ce soit les troubles du comportement alimentaire ou la transidentification, on voit dans ces situations-là tout le panel de toute la psychopathologie et de toute la psychiatrie possible se développer. Donc, c'est un soubassement, j'allais dire, psychique identique et une
transnosographie des pathologies associées qui est exactement la même. Alors, on a montré, il a été dit que les troubles du comportement alimentaire, ça représentait un mode d'expression des troubles, de leurs troubles psychiques à ces filles. Et c'était un mode d'expression très valorisé. À toute une époque, ça a été le mode d'expression extrêmement valorisé de toute une époque. Hein. Souvenez-vous, les mannequins comme Twiggy, qui était la brindille, qui était extrêmement mince, elles étaient extrêmement valorisées. Et au fur et à mesure, l'anorexie a quand même eu une image qui s'est détériorée et la transidentification est devenue, d'une certaine façon, un nouveau mode d'expression qui est beaucoup plus valorisant d'un problème mental, quel qu'il soit. Et en faveur de cette hypothèse, d'une part, il y a une antériorité des troubles psychiques associés, de la psychopathologie associée, qui devance souvent de plusieurs années la plainte de genre. Ça, c'est très important. Ça veut dire que bien avant d'avoir une plainte de genre, ces jeunes étaient en difficulté psychique et avaient une vulnérabilité psychique, c'est 60 à 90% d'entre eux selon les études, donc c'est beaucoup. Et quand on est adolescent et qu'on a eu une psychopathologie ou qu'on a une psychopathologie, eh ben, c'est une situation qu'on supporte extrêmement mal parce que c'est très dévalorisant aujourd'hui, malgré toute la psychologisation de la société, d'être porteur d'une psychopathologie. Et ces adolescents détestent la psychiatrie. Et par exemple, dans un réseau qui s'appelle Crazy Den, c'est un jeune trans qui a fait tout un site, il y a une vidéo qui s'appelle Hiérarchie que je vous conseille, et où il dit, alors c'est extraordinaire parce que c'est un garçon 20 ans qui vient d'être opéré d'une mastectomie, qu'il arbore de façon extrêmement fière. Il est torse nu et les 3 copines qui l'accompagnent, qui sont des trans en traitement, sont absolument fascinées par ce jeune qui a été jusque-là. Donc c'est une fascination. Et ce garçon dit, eh bien, être trans, c'est mieux que la psychiatrie. Et un pédopsychiatre canadien rapporte que les jeunes hospitalisés en psychiatrie pour dépression ou tentative de suicide rapportent de plus en plus souvent des préoccupations de genre. Donc, c'est évident que pour ces jeunes qui ont eu ou qui ont une psychopathologie, être trans aujourd'hui, c'est extrêmement valorisant et valorisé, et que c'est aussi extrêmement rassurant parce qu'on leur dit à ces jeunes, si vous avez été mal, vous avez cette psychopathologie parce que vous avez une disharmonie entre votre identité sexuelle et votre genre. C'est ça qui vous a fait souffrir, c'est pour ça que vous avez pété les plombs, et vous allez voir, quand vous allez résoudre ça en transitionnant, ben vous allez tout résoudre et il n'y a plus de problème. Et vous n'êtes pas du tout fou, il n'y a pas du tout de problème psychique. C'est un problème identitaire, c'est un choix de genre, et vous allez le régler comme ça. Un certain nombre de parents l'ont cru et le croient, et acceptent, et même demandent une aide médicale pour que ces adolescents soient transformés. Et en général, on les voit ensuite, j'allais dire, être désenchantés parce que ça ne s'est pas passé comme on le leur avait dit, et que le plus souvent, la transition non seulement n'améliore pas la psychopathologie, mais souvent l'aggrave. Il y a une étude récente qui le montre en termes de consommation, par exemple, de traitements psychiatriques. Donc, vous voyez que ça, c'est un facteur extrêmement important. Et puis, il y a toutes les autres psychopathologies, dont je vais dire juste un mot sur l'autisme, parce que l'autisme est surreprésenté
dans la demande de transidentité, et que l'autisme, non seulement il est surreprésenté, mais il y a maintenant des cas féminins d'autisme nombreux, alors que c'est une pathologie qui n'existait pratiquement pas chez les filles. Et non seulement cette pathologie existe maintenant chez les filles, mais en plus, ces filles ont une symptomatologie d'autisme qui est différente de celle du garçon, donc n'est pas reconnue par celle comme étant elles ne sont pas reconnues comme étant autistes bien souvent. Et alors que véritablement, elles vont être en difficulté importante par rapport à ça. Donc tout ça pour vous montrer que déjà, s'il y a une chose importante qui joue dans la transidentité, c'est la détérioration de la santé mentale des adolescents et particulièrement des filles. Et donc, c'est quand même, comme féministes, c'est évident que ça nous interroge de façon majeure. Il faut que je rajoute aussi un élément extrêmement important, ce sont les traumatismes et les séquelles de traumatisme qui sont extrêmement importants chez les filles, parce qu'il y a eu des études faites aux États-Unis qui montrent que sur la population des 12-17 ans, il y a 8% d'antécédents d'abus sexuels, 22% de victimes de violences physiques. Alors, il n'est pas question de dire que le traumatisme, séquelles nécessaires de santé mentale. Il y a un certain nombre de personnes qui, heureusement, sont plus ou moins résilientes. Mais il n'empêche que, vous le savez bien, les traumatismes liés aux violences sexuelles sont quand même extrêmement graves et extrêmement fréquents chez les filles. Ils sont multipliés par 7 chez les filles par rapport aux garçons. Donc, vous voyez que là encore, les filles, elles vont avoir une problématique particulière et spécifiquement féminine qui va les mettre en situation de fragilité par rapport aux garçons et par rapport à la demande d'identification trans. Nicole, je peux prendre la parole? Ah oui, prends la parole, c'est très bien. D'accord. Alors, il y a des questions très intéressantes qui sont posées là, et qui sont difficiles à répondre. En particulier, la question de Audrey Arendt sur justement le masculin, féminin. J'ai répondu que c'était des énergies. Mais elle me dit, tu es là, Audrey, que c'était un dualisme métaphysique, qu'on appelle ceci énergie ou stéréotype misogyne lacanien. Bon, justement, je suis en train de travailler sur la phrase de Lacan, la femme n'existe pas. Parce que finalement, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est comme une forme d'actualisation pour moi, hein, d'actualisation de cette déclaration que Lacan avait fait à la télévision française en 1974. La femme n'existe pas. Et il avait ajouté, l'homme, lui, existe. Alors moi, je pense qu'il a mis le doigt sur un problème qui est très important que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers l'effacement du mot femme. Comment est-ce que c'est possible que vous ayez toute une armada d'intellectuels, d'universitaires, d'étudiants, etc., qui sont persuadés que la femme n'existe pas et qu'on peut effacer le mot femme, on le remplace par le mot genre, etc. Donc, ça fait partie si vous voulez, des questions qu'on a à travailler aujourd'hui et qui renvoient à la question du masculin et du féminin. Parce que pour moi, je dis jamais je suis masculine ou féminine, je dis je suis une femme. Et donc la question de être une femme, l'être femme, c'est ça qui n'existe pas pour Lacan. Et alors qu'il pense que la libido, l'énergie, elle n'est ni masculine ni féminine. Le désir, il existe. Et d'ailleurs, il l'a appelé phallus, hein, je veux dire, et en prétendant que c'était différent du pénis. Mais en fait, s'il a choisi le mot phallus, c'est bien parce que dans sa tête, il pense que l'énergie est masculine. Bref,
c'est pour vous dire que sur le plan du désir, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le désir? C'est une énergie. C'est une énergie qui nous fait aller vers l'autre. Quand on est amoureuse, on déplace les montagnes. Tout le monde a fait cette expérience-là, hein. Donc, l'énergie se décuple. Donc, c'est important. Moi, je le travaille en termes d'énergie parce que c'est une énergie psychique. L'être femme, une énergie psychique, une énergie spirituelle. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de l'être femme. Il faut parler des genres, des stéréotypes et des trucs comme ça. Et je me suis demandé pourquoi aujourd'hui il y avait tant de jeunes qui sont à la recherche, je pourrais dire, à la recherche de leur âme perdue. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils sont nés dans le mauvais corps, donc que leur origine, ce n'est pas l'origine biologique, mais que c'est une autre origine. Donc, ils sont à la recherche de leur origine perdue. Et ça correspond à un courant gnostique qui a existé au IIe siècle. C'est la gnose, c'est-à-dire que qui dit qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps et qu'on est à la recherche de son origine, de son âme, hein. Et je trouve que c'est... Alors, évidemment, ils vont la trouver au moyen des biotechnologies. Bon, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Mais ça pose une question intéressante, parce qu'aujourd'hui, justement, on est dans un monde qui est déchristianisé, mais que toutes les religions ne sont pas évacuées, comme on a pu se le rendre compte, mais c'est un monde sans transcendance. Et moi, je me suis demandé si ça ne revenait pas sous la figure de la transidentité, mais de manière, j'allais dire perverse, je ne devrais pas dire ça, mais si vous voulez, gauchis, à l'envers. Mais s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant à étudier dans ce phénomène-là qui nous pose plein de questions et qui nous amène à reconsidérer, parce qu'ils disent qu'on peut passer d'un genre à l'autre. Autrement dit, l'être, il n'y a ni être femme ni être homme. C'est une question de choix. Or, on sait très bien que le corps, il a une intelligence propre qui nous aide à vivre, justement. Si on n'avait pas le corps aussi intelligent, hein, qu'est-ce qu'on ferait comme bêtise, hein, quand on ne va pas bien. Donc, voilà, je voulais vous le soumettre à votre réflexion, parce que moi, ce sont des choses sur lesquelles je réfléchis à l'heure actuelle et je n'ai pas de réponse. Vous voyez, parce qu'effectivement, on est dans une période de transition, hein. Je veux dire, ce n'est pas par hasard que le mouvement trans prend énormément de place, non seulement de transition climatique, mais de transition civilisationnelle. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Toutes les normes sont en train d'éclater. Donc, essayez de comprendre un peu, parce qu'on participe également à cette transformation. Enfin, moi, j'espère que j'y participe pour avoir un autre monde, mais quand même, on ne va pas y laisser le corps. Il faut que j'arrête de bouger sur mon fauteuil, pardon, excusez-moi. Oui, parce que quand je parle, je bouge. Donc, vous voyez, voilà, je vous soumets ces questions-là à votre réflexion. Alors, si je reprends, je suis très contente que tu aies exposé tout ça, parce que je pense que ce que tu viens d'avancer éclaire beaucoup la détérioration de la santé mentale et particulièrement des filles aujourd'hui, qui ont toujours eu des problèmes identitaires probablement plus importants que les garçons. Et on voit très bien, si je reprends un petit peu ce que je finissais, que sur cette analogie entre les troubles du comportement alimentaire et la transidentité, avec un certain nombre de facteurs communs dans ces deux problématiques,
Et ce que je viens de dire sur la transidentité par rapport à qu'est-ce qu'ils recherchent les jeunes par rapport à leur psychopathologie, comment elle est interprétée socialement et elle peut être interprétée médicalement par un certain nombre de médecins aujourd'hui, c'est que cette demande est d'une certaine façon un mode d'expression nouvelle d'une psychopathologie. C'est un mode d'expression valorisé d'une nouvelle psychopathologie. Alors ce n'est pas que ça. Hein. Et pourquoi ça s'accroche tellement sur le féminin et le masculin d'abord parce que ça arrive à l'adolescence et ça arrive avec la métamorphose pubertaire. Et alors que chez les hommes qui avaient la problématique ancienne, ça débutait à la petite enfance. Ici, pour une majorité de jeunes, ça commence à l'adolescence avec la métamorphose pubertaire. Et cette métamorphose pubertaire, elle est insupportable. Elle constitue le début des difficultés corporelles et elle va déclencher la demande de transition. Et alors, pourquoi c'est particulièrement vrai pour les filles ? Parce que la puberté est plus précoce, elle l'a toujours été, de 1 an à 2 ans, chez les filles que chez les garçons. Et cette puberté, elle est beaucoup plus précoce aujourd'hui qu'elle ne l'était dans ma génération, par exemple, où on était réglé à 13 ans et demi, 14 ans et demi. Aujourd'hui, les filles sont réglées à 12 ans et demi. Ça veut dire que les premiers signes pubertaires, ce sont l'apparition des seins et la sexualisation du corps commence à 10 ans. Et 10 ans, moi j'ai une petite fille qui a 10 ans, c'est une petite fille. Et elle vient de commencer à voir pousser ses bourgeons mammaires. Et c'est absolument une petite fille qui voit dans son corps et dans sa vie entrer une sexualisation qu'elle n'est pas du tout prête à assumer, ni physiquement, ni moralement, bien entendu. Et pour elle, c'est particulièrement intolérable. Et le vécu en est si difficile que pour certaines, ça peut prendre une dimension traumatique, ce que moi j'appelle une dysphorie pubertaire, avec parfois des signes dépressifs qui peuvent l'accompagner. Et donc cette dysphorie, telle que je l'appelle, elle est bien pubertaire, elle n'est pas de genre, c'est-à-dire que ce n'est pas une volonté de changer de genre, c'est un mal-être lié à la métamorphose pubertaire et à la sexualisation du corps. Et alors, par ailleurs, ces filles, elles ont une particularité, cette génération de filles, notamment celles qui sont nées dans des classes moyennes supérieures, comme celles qui deviennent le plus souvent trans, c'est que elles ont été élevées dans la toute-puissance. Et quand quelque chose leur résiste, comme cette métamorphose pubertaire, c'est absolument insupportable et c'est une humiliation qu'elles ne supportent pas. Et à ce moment-là, elles vont essayer de trouver des façons de trouver des solutions à cet état de choses. Alors, ces solutions, elles vont les demander aux réseaux sociaux, ou elles vont les trouver chez les copains, les copines, etc. Quand sur réseaux sociaux, elles vont taper voilà, j'ai 11 ans, j'ai un corps que je ne supporte pas, mes seins, j'ai envie de les couper, j'ai envie de les arracher, je déteste mon corps, je me sens très déprimée, je vais très mal. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez des algorithmes qui vont les amener comme une caisse de résonance au lieu où elles vont trouver des messages qui vont être « Ah ben, si t'es pas bien une fille, c'est que t'es un garçon ». Et ces filles qui sont extrêmement vulnérables psychologiquement, entre 11, 13, 14 ans, c'est la période où elles sont le plus sensibles aux réseaux sociaux et elles vont croire à ce qu'on leur dit. Eh bien, ces filles, elles vont effectivement le croire et c'est comme ça qu'elles vont s'identifier trans. Et cette identification trans, elle est très intéressante parce que c'est une façon de résister à la métamorphose pubertaire et de faire la nique, j'allais dire, un peu au corps en disant bah, « toi, tu m'embêtes, mais moi, je vais t'embêter encore plus que tu ne peux le dire. Je vais trouver une solution parce que moi, je vais dépasser
la métamorphose pubertaire parce que je vais devenir un garçon. Et c'est comme ça que ça se passe pour un certain nombre de filles pour lesquelles les réseaux sociaux sont très importants. Lisa Littman, la même, a identifié ce qu'elle appelle Rapid Onset Gender Dysphoria, et cette situation de Rapid Onset Gender Dysphoria, de dysphorie qui va s'installer très très vite à travers les réseaux sociaux, notamment, mais aussi les pères qui vont inciter à, etc. Et bien, ce sont des filles, majoritairement, ce sont des filles qui sont en pleine métamorphose pubertaire, des filles qui ont eu ou qui ont une psychopathologie souvent importante et qui vont brutalement s'identifier trans et souvent aussi se mettre en situation de difficulté avec leurs parents, alors que tel n'était pas le cas auparavant. Alors, on pourrait discuter de ce qui se passe par rapport aux parents, parce que il y a dans la société actuellement, dans ces classes moyennes et supérieures, une volonté d'inconflictualité qui met des adolescents en situation de grande difficulté parce que c'est quand même une période où on a besoin d'agresser ses parents, on a besoin de s'en différencier, on a besoin de s'en éloigner, et l'éducation qu'on a reçue et ce qui se passe à la maison ne permettent pas d'agripper quelque chose qui va permettre de montrer une agressivité, ce que va permettre d'une certaine façon la transidentification de ces filles. Alors, en plus, ce sont des adolescentes et leur demande va être marquée par l'impulsivité, la radicalité, le tout de suite. Elles disent, par exemple, je vous lis un témoignage, « J'ai commencé à me questionner sur mon corps. Suis-je une fille ou un garçon ?» C'est la question que tu te poses souvent à l'adolescence. Donc, vous voyez que cette question qui se pose sur ces deux terrains de psychopathologie et de métamorphose pubertaire, si tu te la poses déjà, hein, pour les gens, pour les transactivistes, si tu te poses cette question, c'est déjà que tu es trans. Alors que ça, c'est une question d'adolescent et que tous les adolescents se la posent. Alors, qui est une autre adolescente des transitionneuses, va dire, quand j'ai commencé à avoir mes menstruations, je voulais mourir. À 14 ans, j'ai demandé à mon médecin de m'enlever les seins. Le problème, c'est qu'il a répondu, le médecin. Hein, et que là, ça interroge quand même la réponse qui est faite à ces jeunes quand ils demandent quand ils font ce type de demande. Donc, Dagne, qui est la première fille qui racontait « Suis-je une fille ou garçon ?» elle a fait un réseau social et elle disait c'est les médias sociaux qui sont la principale force motrice pour persuader les enfants malheureux de changer de sexe. Donc, vous voyez que les réseaux sociaux ont un rôle important, que les filles et les garçons y passent plusieurs heures par jour, je ne vous dis pas en temps de Covid combien ça a été, et qu'ils peuvent y trouver des influences et des identifications extrêmement préoccupantes. Voilà. Parce que, alors qu'ils vont croire complètement ce qu'on leur dit, qu'ils vont complètement s'obnubiler. Hein. Il y a une espèce d'obsessionnalisation sur cette problématique chez ces filles et chez ces garçons quand ils commencent à rentrer là-dedans, qui va être alimentée en plus par la discussion dans les réseaux sociaux avec les pères trans, avec les transactivistes, etc., qui fait qu'ils vont être sous l'emprise de ces groupes qui vont jouer un rôle extrêmement important dans cette transidentification. Alors, par rapport à cette métamorphose pubertaire, il faut aussi dire une chose, c'est que cette métamorphose pubertaire, ce n'est pas pour rien qu'elle survient de plus en plus précocement. C'est à cause des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est par exemple les hormones sexuées, c'est-à-dire par exemple les hormones qu'on donne aux trans toute leur vie. Eh bien, ces hormones-là, elles ont ce rôle de perturbateur endocrinien
qui va faire que la précocité de la puberté est de plus en plus grande. Elle a été de 0,3 ans depuis tous les 10 ans depuis très longtemps. Et elle est aussi vectrice de problèmes de fertilité dont vous avez tous entendu parler, hein, j'imagine. La diminution de la fertilité, en particulier masculine, est une vraie problématique aujourd'hui, liée notamment à ces perturbateurs endocriniens. Donc vous voyez que c'est assez, en même temps, je veux dire, c'est assez terrifiant parce que, au fond, on va donner à ces jeunes trans les traitements qu'ils vont continuer à faire, qu'ils vont avoir une puberté précoce, de plus en plus précoce, qu'ils vivent de plus en plus mal. Donc, c'est véritablement une situation qu'il faudrait, sur laquelle il faudrait jouer de façon très importante. Alors, Nicole, je sais pas, on a combien de temps encore? demande à Marie. Marie? Il nous reste environ 25 minutes. D'accord. Mais tu peux reprendre la parole. Il y a les questions, parce que si tu veux, il y a des questions très intéressantes qui apparaissent là sur le côté. Donc, je ne sais pas si moi, je voudrais vous donner une phrase de George Sand dans une lettre à Flaubert. Vous voulez? Oui. Oui. Elle lui écrit le 1er octobre 1866. Donc, elle a 62 ans. Hein. À présent que je ne suis plus une femme, si le bon Dieu était juste, je deviendrais un homme. J'aurais la force physique et je vous dirais, allons donc faire un tour à Carthage ou ailleurs. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Vous voulez que je la répète? Non. Non, mais vous voyez, George Sand, enfin, déjà, moi je pense que, si vous voulez, il y a deux choses à dire. Moi, je pense que je dirais toujours que je suis une femme. Mais il y a une conscience ouverte au monde. Vous voyez, ce n'est pas le fait d'être une femme qui va m'enfermer dans des catégories complètement… Quand on disait « brisons nos entraves hein, », dans l'hymne du MLF, « brisons nos entraves », eh ben c'est ça, on brise nos entraves. Parce que ce que tu appelles les stéréotypes de genre, en fait, ce sont des entraves qui sont mises aux filles. Hein. Et donc, moi, je pense que, je veux dire, on a aussi du masculin, mais on est face à une guerre culturelle à l'heure actuelle qui est menée par les technologies. Comme, il y en a une qui parlait du transhumanisme. C'est vraiment le transhumanisme qui est en train de se mettre en place dans notre société, et sans parler de l'intelligence artificielle, parce que je ne sais pas si vous voyez ce que ça va donner, l'intelligence artificielle. Donc, le transhumanisme n'a plus besoin des sexes. Il n'a pas besoin de la différence des sexes, il n'a pas besoin de la procréation, parce que tout ça, il peut fabriquer ça dans son laboratoire, vous comprenez? Et le marché n'a pas besoin non plus d'hommes et de femmes, parce que l'égalité, l'argent crée l'égalité entre les personnes hein, et les inégalités, évidemment. Donc, cette guerre culturelle, il va falloir quand même qu'on s'arme par rapport au transhumanisme là qui est en train de prendre pied dans notre société. Je trouve ça quand même très grave, ce qui est en train de se faire, ce qu'ils sont en train de nous proposer. Hein. Et donc, il faut mener la guerre dans la culture, c'est-à-dire l'être femme, le féminin, le parler, la langue, parce qu'on nous empêche, le planning familial par exemple, avec son lexique, son lexique trans, c'est complètement démentiel parce que la liberté de penser n'existe plus, on n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de s'exprimer. Vous avez une armée
de policiers qui sont là à vos trousses et qui vont cacher vos livres dans les librairies, ou bien, comme ça nous est arrivé là, Nicole, hein, récemment, un mail des FIJ qui dit quels sont les livres transphobes à éliminer des bibliothèques universitaires. Donc, il y a un état d'esprit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de deux, on est dans le un, c'est-à-dire on est dans la domination et dans la montée de, moi que je trouve très inquiétant, la montée dictatoriale. C'est des formes de dictature, des mini-dictatures, mais quand vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas lu notre livre et ils disent qu'on est un livre d'extrême droite. C'est quand même dangereux à l'université. Donc, tout ça, ils sont en train de former l'élite de demain. Donc, la guerre, il faut la mener parce que sinon, ça va être très grave. Ce qui va être mis en place avec l'intelligence artificielle, je veux dire, c'est l'obsolescence de l'humain qui est programmée, à commencer par les femmes, hein, l'obsolescence des femmes, et après, c'est l'humain. Alors voilà, je voulais vous faire part de mes inquiétudes parce que, franchement, mais en même temps, il y a aussi quelque chose d'autre qui est en train d'essayer de naître et c'est ça qu'il faut essayer d'identifier pour l'aider à naître. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, moi. Vas-y, Nicole. Alors, et en fait, je voulais juste rebondir. Enfin, il y a des questions. Je voulais juste citer par rapport à ce que tu viens de dire, Marie-Jo, un témoignage d'une détransitionneuse de post-trans qui dit « Si j'avais su qu'être une femme, ça me demandait rien de plus que d'être de sexe féminin, j'aurais pas transitionné. » Et c'est tellement clair. Justement, parce que je trouve ça justement intéressant aussi quand tu dis qu'on est dans une domination et qu'il y a une pensée, une seule façon. Et effectivement, moi, ce que je remarque souvent dans les webinaires, c'est qu'on ne pense pas exactement toutes de la même façon, mais qu'on est là pour avancer ensemble et réfléchir. Qu'est-ce que c'est que, même sur les mots, et c'est vraiment important. Et justement, il y a une question qui est, alors, si elles ont une difficulté, alors c'est un petit peu provocateur, mais si elles ont une difficulté avec leur puberté, alors pourquoi on ne leur donne pas des bloqueurs de puberté? C'est provocateur. Ah hein, bah oui, complètement. donc voilà, alors est-ce que, donc voilà, la question c'est donc, est-ce que la transidentité, c'est une solution pour ces filles? Et sinon, mais pourquoi en fait, est-ce que ça règle le problème en fait de transitionner? Voilà la question qui… Ah bah ça, c'est pour Nicole. Hein. Alors, oui, alors, au niveau de la transition, en tout cas, ça ne règle pas les psychopathologies. Si elles ne sont pas prises en charge, elles restent absolument identiques, voire aggravées. Pour ce qui est de la dysphorie de genre, il y a beaucoup de travaux qui montrent que la dysphorie de genre n'est pas nécessairement améliorée avec la transition. Ce qui est aussi très important à voir, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça quand même. La détérioration de la santé mentale, elle est aussi importante chez les enfants, comme elle l'est encore plus chez les adolescents et particulièrement, vous avez vu, chez les filles. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que on a observé que les prescriptions pharmacologiques des traitements psychotropes donnés aux enfants, de la ritaline, des antipsychotiques, des antidépresseurs, etc., ont énormément augmenté. C'est-à-dire que la façon d'aider des enfants qui sont en difficulté, ce n'est pas de faire une prise en charge holistique, d'une aide des parents, d'une aide scolaire, d'une prise en charge psychologique qui aide l'enfant, c'est de penser que c'est les médicaments, c'est par le médicament qu'on va changer les choses. Alors c'est une façon pseudo-économique parce qu'il faut quand même les payer, les médicaments, mais en tout cas qui va bien avec le fait que, avec l'ère du temps, qui pense que la somatisation et les médicaments, ça résout tout, et les psychiatres font partie de cette ère du temps, j'allais dire d'une certaine façon, pour beaucoup d'entre eux.
Et d'autre part, ça fait partie de l'ère du temps politique, c'est-à-dire de diminuer les moyens humains de la santé mentale pour accompagner des enfants et des adolescents. Eh bien, il faut voir la transition médico-chirurgicale comme l'équivalent, je vais dire, l'équivalent de ces traitements psychotropes des enfants, parce que c'est un traitement somatique qui vient là pour pallier à une souffrance psychique et qu'il ne pallie pas, puisque les filles qui détransitionnent montrent bien que ça n'a rien réglé de leurs problèmes, ça a même souvent aggravé. Et c'est important de parler des détransitionneuses pour dire, alors on peut me dire, elles ne sont pas beaucoup et elles sont exceptionnelles. Non, elles ne sont pas exceptionnelles. Elles disent, ces filles-là, nous étions comme nos copines, exactement comme nos copines, nous avions les mêmes problèmes, les mêmes histoires, les mêmes idées, nous avons été embarqués dans le même bateau, et il se trouve que nous, en grandissant, parce que quand on grandit, on sort de l'adolescence, on sort de la problématique adolescence, on a un autre regard sur soi. Par exemple, Kerabel dit mon moi adolescente n'est plus du tout mon moi d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a toutes connu, ça. Mon moi adolescente n'est plus mon moi d'aujourd'hui. Eh bien, il y en a un certain nombre de filles qui vont pouvoir sortir de la transition. Il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir en sortir, mais qui probablement ne sont pas très à l'aise dans leur situation de trans, et on le voit à travers des publications qui montrent qu'on a encore des tentatives de suicide importantes après transition. Dans une étude britannique, après transition, un certain nombre de temps après la transition, dans l'étude du GIC, il y a eu dans moins d'une centaine de cas, il y a eu 3 suicides réussis et plusieurs tentatives de suicide. Si on me dit que ça, c'est un traitement qui marche, avec plusieurs personnes qui se sont désengagées, d'autres qui ont dû arrêter leur traitement à cause de troubles de la santé mentale qui se sont aggravés ou de problèmes physiques, on ne peut pas dire que ce traitement il soit aussi extraordinaire qu'on nous le disait. Et même on nous dit maintenant que quand on l'analyse au plan méthodologique, ce traitement, tel qu'il a été, je veux dire, diffusé, il n'aurait jamais pu être diffusé aujourd'hui avec la méthodologie qu'il a mis en place, et qu'il faut aujourd'hui complètement réfléchir à nouveau la problématique santé, la problématique santé et ce qu'on offre à ces adolescents qui sont en situation de difficulté. Donc, ce n'est certainement pas les bloqueurs de puberté qui peuvent les amener quelque chose. Mais vous voyez, c'est intéressant comme question, parce qu'on a un problème, la difficulté pubertaire de ces adolescents. La réponse, c'est quoi? Les bloqueurs de puberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec des adolescents avec ces adolescents, ces jeunes, de qu'est-ce qui va leur arriver, comment, qu'est-ce que c'est que les transformations du corps, comment on peut les vivre, qu'est-ce qu'on peut trouver de positif dans les choses qu'on va vivre, qu'est-ce qui peut faire difficulté, comment on peut trouver des réponses à ces difficultés ou des aides à ces difficultés. Vous voyez que tout à coup, ce qu'on pense, c'est médicaments. C'est quand même incroyable. Marie-Jo, quand elle était adolescente, elle aurait aimé. Moi, je n'aurais pas pris de médoc parce que moi, je suis contre les médocs de toute façon. Voilà. Elle aurait aimé être un garçon, mais elle n'aurait jamais pris de médoc. Non. J'aurais pas aimé être un garçon. Je trouvais injuste le fait que les garçons. Moi, j'avais 2 frères. Hein, le fait que les garçons aient une vie beaucoup plus intéressante que les filles. Je me suis révoltée contre ça, mais dès que j'avais 7 ans, 7-8 ans. Mais ça m'a fait souffrir. Parce que moi, je pense que c'est une injustice. Pour moi, j'ai découvert la justice et l'injustice à travers la situation faite aux femmes. Tu vois? Et ça a été vraiment une souffrance, comment est-ce que je pourrais dire, une souffrance ontologique. Tu vois? Parce que je trouvais ça inexplicable. Il n'y avait aucune raison, aucune supériorité des garçons sur les filles, rien. Je ne comprenais pas. Donc, si tu veux, les filles aujourd'hui, j'imagine qu'elles sont comme moi. Je veux dire, quand tu vois que les garçons ont un sort meilleur que les filles,
tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, surtout quand toi, tu es meilleur que les garçons à l'école ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, moi, ce qui m'a sauvée, c'est que je me révolte. D'abord que j'ai été dans une école de filles, j'étais en pension avec des filles et pour moi, j'étais tranquille. J'ai pu me développer mon intelligence à l'abri de la rivalité masculine. Mais ça a été très important pour moi, hein. Et ensuite, le MLF, c'est-à-dire des femmes de partout, qui étaient en révolte comme moi. Ça, c'est vachement important, si tu veux, parce que ça permet de reconnaître dans l'autre notre propre révolte. Et ça nous permet de nous accepter comme femme, parce que moi, je ne m'acceptais pas comme femme. En fait, je n'étais pas une femme. J'étais ni un garçon ni une femme, j'étais rien du tout, j'étais une élève. Tu vois, la question d'identité, elle est là aussi, hein. Je veux dire, qui suis-je? Bien sûr. Et pendant longtemps, par exemple, ma mère qui disait que je ressemblais à personne dans la famille, et moi je me disais, bah, si je ressemble à personne, c'est que je suis une enfant de Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est pour ça que l'histoire de l'âme perdue, ça me parle, parce que on a une double origine en quelque sorte. Si tu veux, on a une origine biologique, mais aussi on a une origine, je ne sais pas, le monde invisible. Si tu veux, on ne sait pas ce que c'est que la vie, d'où on vient et qu'est-ce qui se passe après la mort. Tu vois, je veux dire, c'est tout le mystère de l'incarnation, comme on dit les chrétiens, c'est-à-dire le fait d'avoir une conscience dans un corps. Je veux dire, les deux, on est un corps, le corps c'est fondamental, mais on est une conscience et on n'est pas réduit à notre origine biologique ni notre origine. Mais il y a une autre origine, moi ce que j'ai dit transcendante, parce que c'est ce qui permet de ne pas coller à la société, c'est ce qui nous donne la distance avec la société, parce qu'on vient d'ailleurs. Moi je pense que on vient d'ailleurs aussi, tu vois, on n'est pas le produit de ses parents, on n'est pas le produit de la société non plus. Quand on arrive sur Terre, il y a aussi notre propre désir. On répond au désir de l'autre, hein, c'est ce que disent les psys, hein, la procréation, c'est le désir des parents, donc c'est le désir de l'autre. La naissance, c'est le résultat du désir de l'autre, mais toi, tu arrives avec ton propre désir. Et c'est ton désir qui va aussi changer la donne. Hein, ça fait que les cartes que tu as en main, eh bien, avec ton désir, tu vas essayer de jouer les bonnes cartes. Tu vois? Voilà, c'est ce que je pense. Ce sont des questions difficiles, hein, évidemment, hein. Surtout à notre époque, moi je pense qu'on vit une crise spirituelle très profonde et que les biotechnologies, le néolibéralisme, tout ça s'est engouffré dans cette crise spirituelle en nous faisant croire que la solution, elle était dans la consommation, dans le capitalisme et tout ça, mais en fait, ils sont en train d'épuiser la planète. Donc, il y a vraiment une responsabilité qu'on a. Voilà. Oui, je partage totalement cette analyse avec toi, comme tu sais. Voilà, je vous remercie. Alors, dommage pour les croyances religieuses. Attends, Muriel, qu'est-ce que tu dis là? Alors, on n'a pas possibilité de, enfin Muriel n'a pas la possibilité Ah, d'accord. de prendre le micro. D'accord, non, mais c'est passionnant. Moi, je pense que toutes les remarques qui sont faites, c'est vraiment très intéressant. Il faut en faire quelque chose. Ah, c'est vrai, hein? Mais c'était très riche, hein. C'était une approche encore nouvelle. C'est vrai qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire et puis il y avait encore une question, enfin il y a beaucoup de questions, notamment quelqu'un qui demande, qui propose que votre livre soit publié en anglais, donc ça c'est vraiment Ah, ça, super. c'est une bonne idée. Alors Oui, là, alors avec vraiment, avec un contact, donc vraiment ce serait super. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Peut-être dernière question, on a encore quelques minutes.
est-ce qu'on aurait le temps de répondre à qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour protéger au mieux ces jeunes face à ce mouvement? Leur parler. Leur parler, je pense que c'est important. Moi, j'ai ma voisine qui a 18 ans, tu vois, je lui ai donné des cours pour le bac, etc. Elle est désespérée, cette fille, alors qu'elle a des parents qui sont vachement bien, qui l'entretiennent et tout. Pourquoi elle est désespérée? Je veux dire, elle parle de se suicider, mais tu vois, je veux dire, il y a vraiment un gros problème dans la jeunesse. Je crois qu'il faut leur parler. Il faut essayer d'échanger, même si c'est ma voisine, elle préfère, Virginie Despentes, tu vois? Moi, je ne suis pas tellement, lue, chez les jeunes, tu vois? C'est plutôt King Kong Theory qui est lu, hein, chez les jeunes. Bon, ça fait rien, mais il faut se parler quand même, tu vois? Parce que si elles ont comme seule image King Kong Theory, avec la prostitution et tout ça, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est la Bible des jeunes aujourd'hui, Virginie Despentes. Donc quand je dis que c'est une guerre culturelle, il faudrait que les romancières, elles nous fassent un beau roman. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut se mettre au boulot, quoi. Il faut faire des films, il y a déjà des films qui ont été faits, mais il faut des œuvres d'art, etc. Vraiment, il faut parler avec les jeunes. Je ne vois pas d'autre solution. Hein, Nicole, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ce que tu dis est extrêmement important. Je pense que c'est vrai que cette parole-là est importante, mais je pense aussi qu'il y a des, il y a des, il y a des choses qui devraient être pensées dans les facteurs sociétaux dont on a vu qu'ils jouaient un rôle tellement important par rapport à ces filles qui ne souhaitaient pas devenir des garçons. Je pense qu'il faut qu'on travaille comme féministes sur la représentation des femmes C'est dans la ça. société. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, un petit film de 2-3 minutes pour montrer des femmes masculines, excusez-moi d'employer ces mots-là, Rosa Bonheur, Georges Sand, enfin vraiment Violette Maurice. Moi, j'ai fait la biographie de Violette Maurice. Elle s'était fait couper les seins, hein, en 1929. Hein. Vous avez un certain nombre de femmes comme ça, et il faut montrer les biographies différentes et les motivations féministes différentes. Bon, il n'y a pas qu'un seul modèle. Voilà, je pense. Et il faudrait faire ça. Moi, je rêve de faire ça. C'est pas difficile à faire, hein. C'est vrai que certaines des transitionneuses disent le manque de modèles féminins et lesbiens. Enfin, vraiment, Absolument. certaines parlent de ça, en fait, de ce manque de modèles, et puis peut-être d'une transmission qu'on n'a peut-être pas réussi à faire auprès de ces jeunes. Mais la transmission, il faut être deux. Mm. Tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait le désir. Mais elles ont quand même un désir, parce que quand elles vont sur les sites, quand elles tombent sur ces sites transactivistes, c'est que quelque part, elles cherchent des réponses féministes et des réponses sur le fait d'être lesbienne. Donc, elles les cherchent, ces réponses-là. C'est simplement C'est ça. que c'est Rebelle du sur d'autres genre. qu'elles tombent. Au lieu de et tomber sur nous, elles tombent sur… Absolument. Rebelle du genre, c'est formidable comme. Oui, c'est très bien. Je dirais. Oui, il faut continuer. Tiens, Anne-Sophie, tu es là? Bonjour Anne-Sophie. Alors, On a fait une association qui s'appelle Agora, lesbiennes féministes. Et Anne-Sophie, elle fait partie du staff. Euh, et je suis contente parce qu'on a fait le lien entre les jeunes et les vieilles, hein, pour se défendre. Voilà, donc c'était indispensable. écoutez, je vous remercie toutes les deux. Et puis, on arrive à la fin du webinaire. On n'a pas, il y aurait encore beaucoup à dire, mais on se retrouve le mois prochain. Ce sera le 2 juillet avec Annie-Ève Collin qui viendra nous parler. Et puis, je vous invite toujours à signer la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Et la vidéo sera disponible sur YouTube dans quelques temps.
et au mois prochain. Merci à vous. C'est vraiment une très belle initiative que vous faites. C'est très, très bien. Je vous remercie de nous donner la parole. Merci à toutes, merci à WDI. Voilà, c'est pas la première fois que j'y viens, je viens avec beaucoup de plaisir. Merci Nicole, merci à Au revoir toutes. les chéris. Et à la prochaine, Et prochain webinaire. merci à toutes. Au revoir. Au revoir. Et merci Marie.